Cette année, le thème du printemps des poètes et des poétesses est le courage. Alors nous allons vous parler du courage, puisqu'il est si présent dans les histoires que nous racontons et dans la nouvelle ballade contée en préparation. À la fête de la Pentecôte, donc, le roi Arthur a réuni ses chevaliers. Calogrenant raconte à un groupe de chevaliers, qui comprend son cousin Yvain, Gauvin et que le sénéchal, une aventure dont il a eu si honte il y a 7 ans qu'il parvient seulement à en parler maintenant. La reine se glisse parmi les chevaliers. Seul Calogrenant la voit et se lève par courtoisie, s'attirant une méchante moquerie de la part de Queue. La reine remet celui-ci à sa place. Certes que vous auriez déjà éclaté, me semble-t-il, si vous n'aviez pas trouvé le moyen de vous vider du venin dont vous êtes rempli. Vous êtes odieux et ignoble quand vous insultez vos compagnons. Calogrenant peut reprendre son récit. Alors qu'il est à la recherche d'une aventure dans la forêt de Brocéliande, il rencontre un gardien de taureaux sauvages, aussi aimable qu'il est monstrueux, et qui lui indique le chemin vers une fontaine merveilleuse. Calogrenant y va. Dès qu'il verse de l'eau sur le perron à côté, une tempête destructrice se déchaîne. Lorsqu'elle s'apaise et que le beau temps revient, un chevalier arrive, l'attaque, le jette à bas de son cheval et le laisse couvert de honte. Il revient à la cour, sans armes et sans cheval. Ah ça, c'est vraiment la honte. Yvain voit là l'occasion de prouver sa valeur et de venger son cousin. L'aventure sera sienne. Le roi Arthur souhaite aller voir cette fontaine avec toute la cour. Ils partiront le lendemain matin. Yvain n'a pas l'intention d'attendre. Pas question qu'un autre relève le défi de la fontaine. Il sait bien que le combat sera accordé à messire Queue ou à messire Gauvin si l'un d'eux le sollicite. Il quitte donc furtivement la cour avec la complicité d'un de ses écuyers la nuit même. Il chevauche tout le jour et dort le soir chez un vavasseur. Le lendemain, il trouve le rustre qui garde les taureaux sauvages et qui lui indique le chemin vers la fontaine merveilleuse, la fontaine périlleuse, la fontaine qui bout et qui est pourtant plus froide que du marbre. Un pin magnifique lui donne de l'ombre. Il y pend un bassin d'or pur. À côté se dresse une petite chapelle, très belle. Le perron de la fontaine est fait d'une seule émeraude. Messire Yvain y verse tout le contenu du bassin d'or fin rempli d'eau. La tempête tant attendue éclate et dévaste la forêt. Lorsqu'elle s'apaise, les oiseaux reviennent dans le pin et se mettent à chanter leur joie. C'est alors que surgit le défenseur de la fontaine. Il est plus enflammé de colère que braise. Dès que les deux chevaliers se voient, ils se lancent l'un contre l'autre. Le combat est rude, violent. Ils se donnent des coups terribles. Leurs écus sont percés, leurs haubers se démaillent, leurs lances se brisent. Puis ils se mettent mortellement à l'épreuve avec leurs épées étincelantes. Mes andui sont de si grande coeur. Tous deux sont si courageux qu'ils ne cèdent un seul pied de terrain à l'autre. Yvain montre ainsi sa valeur. C'est un fier et habile combattant. Il finit par fracasser le aume de son adversaire qui n'a jamais essuyé de plus cruels coups. Son crâne est fendu jusqu'à son cerveau. Il s'enfuit aussitôt. Yvain se lance à sa poursuite. Il doit absolument rapporter au roi Arthur de véritables preuves qu'il a bien vengé son cousin. Il sait que sans ces preuves, on ne le croira nullement, et il redoute les méchantes moqueries de messire Queue. Le chevalier blessé le conduit ainsi à son château. Monseigneur Yvain se lance après lui à bride abattue et le talonne de si près qu'il parvient à saisir l'arçon arrière de sa selle. Bien lui en a pris, la porte de fer est piégée. Elle s'abat sur le cheval d'Yvain et le tranche en deux. L'adversaire d'Yvain a déjà franchi l'autre porte qui s'abat derrière lui. Yvain se trouve pris. Pendant qu'il est dans cet embarras, il voit s'ouvrir la porte étroite d'une petite chambre située à côté de là. Une demoiselle en sort, toute seule, charmante et très belle. Elle lui apprend que si quelqu'un le trouve en ces lieux, il y sera complètement démembré, car son seigneur est blessé à mort, et sa dame en est très profondément affligée. Tous ces gens le recherchent. Yvain lui assure que s'il plaît à Dieu, il ne sera jamais tué ni capturé. Non, dit-elle, car je vais y consacrer toutes mes forces. Naguère, j'ai dû me rendre à la cour du roi Arthur comme messagère de madame. Aucun chevalier ne daigna m'accorder un seul mot. Vous, au contraire, vous m'avez fait honneur par votre grâce et vous m'avez servi.
Je sais que vous êtes messire Yvain, et je vous rendrai ici votre récompense. De l'importance d'être toujours courtois. Elle lui confie un anneau qui lui appartient. Il a le pouvoir de rendre invisible la personne qui le porte si elle enferme la pierre dans son poing. Quand elle le quitte, les gens du château arrivent avec des bâtons et des épées. Ils sont furieux et acharnés car ayant trouvé le cheval tranché en deux, ils savent qu'Yvain est dans la place. Yvain est dans la place, wow, wow, Yvain est dans la place, wow, wow. Soudain, le cortège funéraire d'Esclados le Roux, le seigneur des lieux et défenseur de la fontaine, passe par la chambre où Yvain, invisible, se cache. Vint, une des plus belles dames qu'onque veis de rien se terrienne. De si très belles chrétiennes, ne fut onx pleit une parole, mais des duels faire estoit si folle, qu'apoi qu'elle ne s'occioit. Arriva une des plus belles dames qu'un homme terrestre ait jamais vue. D'une si belle chrétienne on n'a jamais parlé ni fait mention. Mais elle s'était tellement laissée aller à sa douleur qu'elle avait bien failli se tuer. Elle arrache ses cheveux, déchire ses vêtements. Rien ne peut la réconforter, car elle doit emporter son Seigneur devant elle dans la bière, mort. La procession passe, mais au milieu de la salle, le sang rouge jaillit des blessures du mort. C'est la preuve que se trouve encore là celui qui l'a tué et vaincu. Oh, mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Il s'agit de la cruentation dont on trouve plusieurs exemples dans les romans arthuriens. C'était une forme d'ordalie populaire répandue dans toute l'Europe du XIe au XVIIe siècle. Selon cette superstition, si l'on mettait le cadavre d'une personne assassinée en présence de son meurtrier ou de sa meurtrière supposée, le cadavre saignait si le suspect ou la suspecte était vraiment coupable. La victime parlait par-delà la mort. Pratique pour mener une enquête, non? Oh, élémentaire, ma chère. Yvain est donc enfermé avec le cadavre de celui qui l'a tué, sa dame et tous les gens qui le cherchent? Oui, ils ont beau fouiller partout, chercher partout, tout renverser, tout déplacer, ils ne trouvent pas notre chevalier, qui respire à peine et ne bouge pas, tout invisible qu'il est. Bon, au passage, il est frappé et cogné. Enfin, comme ils n'ont trouvé personne, les gens de la procession s'en vont enterrer leur seigneur. Lunette, la demoiselle qui lui a prêté son anneau d'invisibilité, lui conseille de se comporter sagement et de rester tranquillement en cette chambre en attendant que le deuil ne soit calmé et qu'elle revienne. On peut donc dire qu'il est confiné jusqu'à nouvel ordre. Oui, mais il a le droit de regarder par la fenêtre. Il contemple la dame. Elle lui enlève son cœur, emportant ainsi ce qu'elle hait le plus. Elle s'est bel et bien vengée sans le savoir, car plus il l'observe, plus il l'aime, et plus elle lui plaît. Son désir le désespère. Mais que va-t-il faire? Je dois me tenir pour fou, dit-il, quand je désire ce que je n'aurai jamais. Mais il ne va pas abandonner pour autant. Au contraire, je vais aimer mon ennemi, car je ne dois pas la haïr si je ne veux pas trahir amour. C'est Lunette qui tire une nouvelle fois messire Yvain de ce mauvais pas. Elle parvient à convaincre sa dame, la dame de Landuc, Laudine, qu'elle a besoin d'un nouveau défenseur pour sa fontaine. Elle doit absolument maintenir la coutume. La dame se fâche tout d'abord, puis elle se rend à la raison. Son domaine ne peut rester sans protection, en effet. Mais qui donc est digne de remplacer son époux? C'est tout simple, répond la rusée Lunette. Celui qui a vaincu le défunt est bien plus vaillant. La dame s'emporte de nouveau. Mais quel discours délirant lui tient cette demoiselle! Finalement, elle accepte. Lunette feint alors d'envoyer chercher Yvain. Chaque jour, elle le met dans son bain, le lave et lui peigne les cheveux. Au bout de 3 jours, elle le conduit à sa dame. Éperdu d'amour, il se jette à genoux et se met entièrement en son pouvoir. Il lui déclare son amour et s'engage à défendre sa fontaine. Elle se donne à lui, car elle ne doit pas refuser pour mari un vaillant chevalier, qui plus est, un fils de roi. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Ah, mais cela n'est pas fini. Ah bon? Ils ne vécurent pas heureux, ils n'eurent pas beaucoup d'enfants? Oh, on n'est pas dans un conte de fées, là, je vous rappelle.
Notre histoire commence véritablement après qu'Yvain a pris comme épouse la dame de Landuc. Pour l'heure, il ne sait rien encore. Il croit qu'il sait, mais que nenni!